Bienvenue dans ce didacticiel où on va traiter en détail comment observer des astéroïdes géocroiseurs qui peuvent passer très proche de la Terre. Une des sources où on peut trouver des informations concernant les astéroïdes géocroiseurs qui peuvent être intéressants à observer, c'est ici le site de spacewater.com. Si vous ouvrez le site spacewater.com, si vous allez un peu plus bas dans la page, vous allez trouver une section qui mentionne ici Near Earth Asteroids. Fait que c'est intéressant ce site-là parce qu'on mentionne ici les astéroïdes potentiellement menaçants pour la Terre. Puis on remarque ici dans distance, c'est Lunar Distance. Ici, on en a un le 1er avril 2012 EG5, le 1er avril qui va nous frôler à une distance de 0,6 Lunar Distance. La distance moyenne de la Lune, c'est environ 384 000 km. On le marque ici en bas, là, 1 lunar distance, 384 401 km. Fait que lui, il va nous passer à 0,6 fois cette distance. Ce qui donne une distance approximativement d'environ 230 000 km de la Terre. C'est quand même relativement proche. C'est plus proche que la Lune est située. Et son diamètre est évalué à 62 mètres. Fait que ça, ici, est mis en surveillance. Ça peut être un astéroïde intéressant à observer. Parce que lorsque les géocroiseurs passent très proche de la Terre, d'une part, ils deviennent très, très brillants, puis d'autre part, ils se déplacent très, très rapidement dans le ciel. Fait que c'est une belle cible à observer au télescope ou avec une caméra CCD ou DSLR. Celui-là, le 2012 de G5, il va atteindre la magnitude 12. Malheureusement, il va passer un petit peu plus au sud de une latitude. Ça va être difficile d'observer du Québec. Mais quand même, on fait l'exercice pour montrer comment faire si vous avez un astéroïde géocroiseur qui le frôle. Comment faire pour l'observer. Je vais vous montrer différentes méthodes. La méthode avec The Sky, la méthode où on peut importer les données provenant d'un site de données précises comme le Planet Center ou le site du Jet Propulsion Laboratory, le JPL. Fait qu'on voit ici, le 1er avril, l'astéroïde 2012 EG5, il va nous frôler. Fait qu'ici, en bleu, sur Space Weather, on a simplement qu'à cliquer sur 2012 le G5. Lui, il nous amène automatiquement sur le site du Jet Propulsion Laboratory, où on peut voir ici le diagramme de l'orbite de l'astéroïde en question. Ce diagramme-là, si vous avez le Java d'installer, c'est très, très, très intéressant à manipuler. D'ailleurs, j'ai un site web qui mentionne en détail comment utiliser ce site-là. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est d'avoir les éphémérides pour savoir quel serait le moment idéal pour aller chercher aller observer cet astéroïde-là. Fait qu'ici, je rentre les valeurs par défaut. Je vais cliquer sur éphéméride. Fait que si on regarde les données, lui, on dit qu'il va passer très proche de la Terre le 1er avril 2012. Mais si on regarde les données qu'on a ici, que je mets en surveillance, le 1er avril 2012 à 0 heure temps universel, donc ça se trouve être le 31 mars aux environs de 20 heures, parce qu'on est à l'heure avancée de l'Est. Il va passer à la coordonnée 10h19, moins 25,51, donc c'est très bas ici. Mais par contre, il va atteindre une magnitude de 12,78. Alors que, présentement, sa magnitude est de l'ordre de 20, plus 20. Fait que, présentement, il n'est pas observable, il est quand même très petit, 62 mètres. À mesure qu'il va se rapprocher de la Terre, mais sa magnitude va augmenter ici. Fait qu'on peut voir, on va pouvoir le suivre dans les jours précédents. Ceux qui sont équipés de caméras CCD, on voit le 31 mars, il va passer d'une magnitude 15 à magnitude 12,7 le 1er avril. Et après ça, lorsqu'il va nous s'éloigner de la Terre, il va tout de suite augmenter rapidement en magnitude. On va le perdre dans 2-3 jours après, il va devenir quasiment inobservable, magnitude 19. Fait que c'est un beau défi à observer. Fait que si on veut faire la recherche avec The Sky, quelles sont nos possibilités d'observer cet astéroïde-là? On va sélectionner ici le nom de l'astéroïde, 2012 EG5. Je fais CTRL-C. Et je vais revenir à l'échelle de Sky. Là, je vais aller dans l'outil Input, Small Solar System Bodies, astéroïde ici. Et ici, j'ai l'option d'importer les astéroïdes by name. Ça, c'est intéressant ici parce que tous les noms d'astéroïdes
Vous pouvez les rentrer ici. Ben, moi, j'avais déjà rentré cet astéroïde-là. Je vais simplement le sélectionner, je vais cliquer le bouton Delete et je vais faire CTRL-V pour le coller. Et si vous êtes branché sur Internet, vous cliquez le bouton OK. Lui, il est allé chercher ici, chercher les éléments orbitaux de l'astéroïde. D'ailleurs, si je clique sur Edit, j'ai ces éléments orbitaux qu'on a présentement qui proviennent du site de Montana Planet Center. Si je clique le bouton ici, Show Position on Sky Chart, et j'ai activé l'option astéroïde dans Sky Chart et dans Labels, ben, je devrais le voir ici au bout de mon petit laser, effectivement. Fait que ça, c'est la magnitude aujourd'hui, 19,74, donc c'est pas accessible même avec nos télescopes. Si je regarde la date et l'heure ici, on est le 20 mars 2012. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer la date, on va l'amener le 1er avril. Fait que je vais simplement cliquer ici sur mettre en surbrillance le bouton mars, puis je vais ajouter, je vais juste rouler ma roulette de ma souris. Je suis rendu au mois d'avril. Je clique sur le bouton 20, je reviens en arrière. On va ramener ça au 31 mars 2012. Et comme en heure, je vais marquer autour de 20 heures ici. Je vais mettre 0 ici. Je vais simplement cliquer dessus les dates, heure, minute, mettre ça 0. Et je vais cliquer ici sur arrêter. Et là, mon astéroïde, évidemment, n'est plus là parce qu'on a changé la date. Et je vais faire en niveau de la recherche. Mais comme il s'appelle 2012, là, je commence à marquer 2012. Fait que, étant donné que j'ai été chercher dans la base de données des Small Asteroids, je clique ici 2012 EG5 qui est mon astéroïde. Je clique sur Find, puis je clique Centrer ici. Là, si je mets mon curseur dessus, on voit que sa magnitude est rendue à 12,76 le 31 mars à 20. On regarde la date ici, 31 mars à 20 heures, où on est le 1er avril à 0h TU. Bon, maintenant, si je veux voir les caractéristiques de cet astéroïde-là, quel est son chemin qu'il va faire dans le ciel? On va mettre un path, un object path ici. Je vais cliquer sur le bouton Tools, Object Path ici. Je vais sélectionner mon astéroïde dans la section ici, astéroïde. Je vais simplement le cocher. Et là, je vais rentrer des paramètres comme Create Path. Si moi, j'aime bien les dots with lines. Ça fait une ligne avec des points. Lui, étant donné qu'il va s'approcher très proche de la Terre, on va simplement aller cliquer ici sur minute, parce qu'on peut aller voir son déplacement en minute. On va mettre, mettons, 15 entrées. Il va mettre 15 informations. Label Path ici, je vais le mettre, Label Option, je vais le mettre sur Time. Je vais avoir la date qui correspond à chacun des points. On va mettre une étiquette à tous les 5 points qu'il va mettre, puis il va la mettre du côté droit. Si je clique ici, Update, Show, là, il va aller faire un refresh ici, All Path, et là, il vient de me créer ici mon déplacement de mon astéroïde. Bon, si je veux voir quelle constellation qui va être, pour avoir une bonne idée, là, je vais simplement, ici, je vais mettre les noms des constellations. Fait qu'encore là, je vais juste fermer mon bouton Path ici. Je vais aller cliquer ici dans Label, Constellation. Je vais marquer CON, Constellation. Il me les met en surveillance ici. Là, les lignes de constellation. Fait qu'on voit que malheureusement, à 8 heures Daylight Standard Time, mon astéroïde, il va être quand même très, très bas à l'horizon. On voit là, que le corbeau est ici, là, puis lui, il va être quand même assez bas à l'horizon. Ça va prendre un horizon très, très, très dégagé pour avoir du Québec. Mais quand même, c'est pour montrer le principe comment utiliser de Skype pour voir ces informations-là. Fait qu'ici, on a des points qui met, lui, à toutes les 5 minutes. Fait qu'ici, à 8h10, ici, j'ai 8h05, ici, j'ai 8h01. Si on veut augmenter simplement nos données, fait qu'on retrouve notre bouton ici, Object Path. Puis tout ce que j'ai à faire, ici dans Create Path, si je veux y mettre, vu que c'est des minutes, je vais y mettre 45 minutes, ici. Et je vais aller cliquer ici sur Update. Et après ça, ici sur
Refresh All Path. Puis là, lui, il a augmenté mes données ici, le trajectoire de l'astéroïde dans le ciel. Donc, malheureusement, l'astéroïde descend de plus en plus vers le sud. Et si on regarde l'information sur le site web, on peut rentrer aussi l'information sur le site web du JPL ou Minor Planet Center à toutes les minutes. Fait que ça, je vous réfère à mon didacticiel sur comment utiliser les sites web pour localiser les comètes des astéroïdes sur Internet dans mon site web ou sur la section didacticielle des forums Astro Québec. C'est tout expliqué en détail. Toujours dans la section Object Path, vous pouvez également aller cliquer ici sur Interactive. Et là, à ce moment-là, on va cliquer ici sur Refresh All Path. Ensuite, Update. L'objet est là. En cliquant sur Interactive ici, à ce moment-là, on utilise l'onglet Date and Time Control pour créer le path selon l'objet sélectionné. Fait que je mets ça ici. Je m'en viens ici dans l'onglet Date and Time. Je sélectionne ici la minute parce que je travaille en minute. Et toujours en restant dessus, je vais simplement déplacer mon curseur. Et là, je vois le trajectoire de mon astéroïde qui se dessine. Je peux aller dans les deux sens. Et là, je peux en mettre à volonté. Et si on veut avoir plus de détails, on grossit. Et encore là, si je veux mettre changer mes incréments ou changer mes informations, tout ce que j'ai à faire, c'est que je change mes choses ici. Et je clique Update. Et aussi, je vais cliquer sur Refresh All Path. Donc, on voit que ici, il faut toujours avoir le curseur dessus. Là. On peut créer facilement notre trajectoire dans le ciel montrant l'astéroïde. Puis lui, à toutes les 5 minutes, il met une position vis-à-vis le point. Fait que ça vous donne une idée où va être rendu l'astéroïde parmi les étoiles. Puis parmi les constellations, mais on fait seulement que agrandir notre champ pour voir les constellations autour. Fait que ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser pour aller chercher ou visualiser les déplacements des astéroïdes géocroiseurs lorsqu'ils vont être annoncés dans les forums d'astronomie ou sur Internet, dans Space Weather, entre autres. Un point important à souligner si on veut faire de l'observation d'astéroïdes géocroiseurs, c'est que les éléments orbitaux qu'utilisent les logiciels comme The Sky, Starry Night, Chelix, ne tiennent pas compte des perturbations causées par les planètes, comme vu qu'il va passer proche de la Terre, mais il peut subir de fortes perturbations par la Terre et la Lune, ce qui fait que ça peut déformer les éléments orbitaux et générer des données imprécises. Fait qu'une des techniques, c'est d'aller chercher les éléments orbitaux sur les sites web professionnels comme le Minor Planet Center et celui du JPL, le Jet Propulsion Laboratory. Donc, si je retourne sur le site du JPL Solar System Dynamics ou le Small Body Database Browser, où on a sélectionné par défaut 2012 EG5 à partir du site web de Space Weather, on a ici le diagramme de l'orbite de l'astéroïde en question. Ça, il faut que vous ayez le Java d'installer sur votre ordinateur pour être capable de générer les possibilités de cette fenêtre-là. C'est fantastique parce qu'on peut facilement aller voir l'information sur l'orbite, de quoi va avoir l'air le passage de l'astéroïde au moment qu'il va passer proche de la Terre. Ici, si je grossis beaucoup, là, ici, j'ai centré sur le Soleil, je vais centrer sur la Lune, sur la Terre. Fait qu'on voit que l'astéroïde va passer très, très, très proche. On peut même simuler ici en heure. Fait qu'on clique en heure ici et on clique ici le petit bouton. Alors ici, j'ai atteint une distance minimum de 0.0015 unités astronomiques, qui est relativement proche de la Terre, et mon zoom est au maximum ici. Si on regarde le zoom, là, je l'ai mis au maximum. C'est quasiment comme si le point avait atteint la Terre. On peut jouer ici avec les caractéristiques de l'orbite. C'est vraiment amusant, ce set-là. Je le trouve très, très, très intéressant pour aller explorer les astéroïdes et les comètes. On voit ici l'orbite
qui va croiser l'orbite terrestre. Il arrive un petit peu au-dessus, puis il descend vers le sud. C'est pour ça que l'astéroïde va passer pas mal plus au sud qu'au nord. Fait que ça, c'est les éléments orbitaux ici. Par défaut, on arrive sur Orbit Diagram. Si on regarde un petit peu plus bas, dans la même fenêtre, on a les éléments orbitaux ici de l'orbite de l'astéroïde en question. Fait que tous les éléments qu'on a, comme l'excentricité, demi-grand axe, de distance au périhélie, l'inclinaison, et tout ça, tous ces éléments-là, on peut les entrer dans un logiciel comme The Sky ou aller chercher directement sur Internet. Et ça, c'est les paramètres pour la magnitude ici. Ça peut changer. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher les éphémérides pour pouvoir les importer dans The Sky, parce que les éphémérides qui proviennent d'un site comme celui-là, le Jet Propulsion Laboratory ou celui du Minor Planet Center, tiennent compte, eux autres, des éléments orbitaux, des perturbations des planètes, la Lune ou autres éléments. Fait que si on clique sur le bouton éphéméris, on peut y aller par ici ou plus bas, complètement en bas de la fenêtre. C'est la même chose ici. Et si on clique sur le bouton éphéméris, on va obtenir les éphémérides de l'astéroïde en question. Si on veut changer les paramètres qu'il y a ici, comme ici, éphéméris type. Si je clique sur Change, ça je l'explique parfaitement dans ma page web sur le comment trouver les comètes et astéroïdes sur les sites du Minor Planet Center, comète astéroïde éphéméris, ou celui du Horizon, celui du JPL. Ça, je l'explique en détail, mais je vais quand même le refaire ici. Fait que si on clique sur Change ici, on a des paramètres qu'on peut changer en bas. Parce qu'ici, Observer, ça c'est l'observateur. Use this table type to generate a table observator quantities. En fait, ce qu'on va avoir, c'est les positions ascension droite déclinaison, ou right ascension déclinaison en anglais, pour l'objet en respect soit à la position géocentrique par rapport au centre de la Terre ou topocentrique par rapport à la surface de la Terre. Fait que ça, on clique ici sur Observer Table. En réalité, vous n'avez pas besoin de changer ça. Puis lorsque vous avez fait votre sélection, vous cliquez simplement sur Use Selection Above. Bon, dans la deuxième Target Bodies, on ne change rien. Si on clique ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme information? C'est simplement Not Asteroid. Je vais cliquer ici de canceller. Par contre, ici, l'Observer Location, ça c'est très important. On va rentrer nos coordonnées, latitude, longitude de notre site d'observation. En cliquant sur Change ici, on arrive à une page, puis lui, il explique ici comment entrer les données. On peut rentrer les données de notre position, soit en degrés, minutes, secondes, en laissant seulement un espace en chacun des paramètres, ou en degrés décimales. Comme par exemple, moi, je suis situé, je vais juste le refaire, parce que je l'avais déjà fait. Mais moi, je suis à 75 degrés, 36 minutes, là, je laisse un espace, 36 minutes ici, je vais juste effacer et 50 secondes. Là, ici, c'est à longitude, je suis à l'ouest du méridien de Greenwich. La latitude, c'est 45 degrés. Je vais juste enlever les autres chiffres ici. 45 degrés. 53 minutes. 44 secondes. Fait que je laisse toujours un espace. 45, espace 53. Je ne mets pas aucune indication pour ça. Ici, c'est au nord, il faut que je clique ça. Et ici, il faut faire attention dans l'altitude, parce que par défaut, il est souvent en kilomètres comme ça. Mais si vous êtes à seulement quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, vous cliquez ici sur mètres, comme dans mon cas, moi je suis à 200 mètres. Puis dans Body Identification, exemple 399, la Terre, bon, on va marquer 399 comme étant la Terre. Et vous cliquez ici sur Use Specify Coordinates. Et lui, il a rentré ici vos informations. Maintenant, ici, l'autre paramètre important à changer, c'est le time span. C'est là qu'on va mettre nos dates pour voir les informations sur les éphémérides. Fait qu'ici, vous avez le choix d'y aller par défaut des périodes de 10 jours, 30 jours, 60 jours. Dans mon cas, moi, étant donné qu'on a déterminé avec le site que c'est le 1er avril aux environs de 7 heures UT que l'astéroïde va passer au plus proche. Fait qu'on va simplement rentrer ici
Je vais rentrer dans cette fenêtre-là, les dates où devrait passer l'astéroïde. Fait que c'est le 1er avril 2012. Puis on peut rentrer les heures aussi. Fait qu'on sait qu'il va être au plus proche, aux environs de 7 heures. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer 6 heures, 30 minutes. Fait qu'on met 06:30. Et stop time, ici, je vais marquer 2012, exemple 8h30 ici. Fait que là, entre 6h30 et 8h30, ici, dans Step 16, on va sélectionner les minutes parce qu'il va passer très très vite. Donc, on est mieux d'y aller en minutes. Et je vais y aller à toutes les 1 minute. Ici. Fait que si j'avais mis ici 5, ça aurait été à toutes les 5 minutes. Si j'avais mis 15, mais on aurait une position à toutes les 15 minutes. Mais dans mon cas, moi, c'est 1 minute. Je vais les avoir à toutes les 1 minute. Fait que c'est ça ici, une fois qu'on a paramétré notre fenêtre. Important ici, entre l'heure et les minutes, de laisser un espace. Comme 6h30, il faut 06, espace 30. 8h30, 08, espace 30. Et une fois qu'on a fait ça, on clique sur Use Specified Time. Et là, on a nos paramètres ici qui apparaissent à l'écran. Et tout ce qu'on a à faire après, c'est cliquer sur Generate Ephemeris. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous sortir toutes les éphémérides entre 6h30 et 8h30 le 1er avril avec une étape de 1 minute. Puis, pour l'instant, ici, le display output, par défaut, il est sur le format HTML, donc on va avoir les informations à l'écran. Mais tantôt, on va avoir besoin de générer un fichier texte pour aller pouvoir extraire les données des éphémérides qui tiennent compte des perturbations. On va se faire une base de données avec de Skype, qu'on va l'importer dedans, puis lui, il va nous afficher tout à l'écran les positions exactes des éphémérides. Fait que si on clique sur Change ici dans le display output, mais par défaut, il est en format HTML. Mais tantôt, on va cliquer sur Download Save pour qu'il nous télécharge un fichier texte contenant toutes les informations. Fait que pour l'instant, je vais cliquer sur Cancel. Fait que là, j'ai tout changé mes paramètres au niveau de ma position d'observation, ma période d'observation ici, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait qu'on clique sur le bouton Generate Ephemeris, et lui, il va nous afficher à l'écran ici les données, les éléments orbitaux de l'astéroïde 2012 EG5 et géocroiseur. Bon, ça, c'est de l'information que vous pouvez lire. Et là, c'est important de regarder ici si on a bien les bons paramètres. Fait qu'on a dit 1er avril 2012 à partir de 6h30 jusqu'au 1er avril à 8h30. Fait que tout ça, les dates ici, dans cette première partie-là, c'est les dates et les heures. Ça, c'est parfait. On a ici les coordonnées à son endroit de déclinaison. Right Ascension, c'est à son endroit de déclination ici. On a ici les magnitudes. Mais si on regarde dans la colonne des magnitudes, ici, on voit 12.03, puis à un moment donné, on voit 12.02, et après ça, on commence à 12.03. Fait que ce qui est intéressant, c'est que tantôt, on va vouloir générer des éphémérides à partir de cette colonne-là ici. Toute la période de temps où l'astéroïde va passer au plus proche de la Terre. Donc, ici, autrement dit, entre 6h44 le 1er avril, 6h44 temps universel, parce qu'on est en haut ici en UT, TU. Et ici, il va commencer à se rééloigner à partir de 7h22. Fait que, on a quand même 6h44, ça veut dire 7h moins quart, 7h22. On a quand même un bon 45 minutes qu'on va pouvoir le suivre. Et là, ici, les coordonnées qui marquent ici, malheureusement, ça ne sera pas visible du Québec facilement parce que c'est sous l'horizon. On est à 49 degrés sous l'horizon ici. Vu qu'on est à la latitude 45 degrés, mais malheureusement, mon horizon, moi, le plus bas que je peux descendre, c'est moins 45. Ben, je peux pas le voir parce qu'il est sous la latitude, mais quelqu'un qui est au Mexique, en Amérique du Sud, va pouvoir le suivre parfaitement. Comme je disais tantôt, c'était à titre d'exemple. Fait que maintenant, on a nos éléments, nos coordonnées ici, à son sort de déclinaison magnitude. Maintenant, ce qui est intéressant, on va ressortir les données de ça. On va revenir en arrière ici. Et là, on va aller changer ici la sortie, le display output. On va cliquer sur Change parce qu'on va créer un fichier texte. On va cliquer ici sur Download Save, Ephemeris Results. Et on va cliquer maintenant sur Use Selection Above. Et maintenant, on va à nouveau cliquer sur Generate Ephemeris. Et là, lui, il nous prépare un fichier qui va appeler horizonresults.txt. Vous enregistrez votre fichier
quelque part sur votre disque dur. Puis à partir de ce fichier-là, tantôt, on va aller chercher les informations qu'on a besoin pour le shield de Sky. Fait qu'ici, mon fichier a été copié ici dans la section téléchargement. Si je clique dessus, ou bien si je fais simplement ouvrir ici, bouton droit, ouvrir le dossier contenant le fichier. Bon, il a mis ici le fichier Horizon Result que je cherchais. Puis maintenant, on va regarder comment extraire les données avec The Sky. Alors, voici mon fichier Horizon de l'astéroïde 2012 EG5 que j'ai été chercher sur le site du JPL. Et si on regarde le fichier, c'est exactement ce qu'on avait dans la page web d'affichage. C'est-à-dire, on a les éléments orbitaux qui apparaissent ici. On pourrait prendre ces données-là et rentrer ça dans les cases pour chacun des paramètres de l'orbite pour un astéroïde. En fait, si on regarde The Sky, et si je vais ici dans Input, Small Solar System, ici, j'ai un endroit que je peux mettre ici Add. Fait qu'il s'agirait de rentrer ici l'astéroïde 2012 EG5. Et on pourrait rentrer les paramètres ici, comme le A, c'est le demi-grand axe, I, l'inclinaison, la longitude du nœud ascendant. Ce sont les mêmes paramètres qu'on retrouve dans le fichier texte ici. Ça, je l'explique un peu dans mon dossier sur comment trouver les astéroïdes et comètes sur les sites web de recherche. En bas ici, j'ai d'autres informations. On a la période où on a demandé l'information. On fait du 1er avril entre 6h30 UT et 8h30 UT. Et les step size, c'est toutes les minutes. Ici, lui, il tient compte des perturbations. Entre autres, on parle ici du Soleil, de la Lune et de d'autres planètes, comme les petits perturbateurs comme Cérès, Pallas, ça, il en tient compte. Ici, j'ai les données concernant la magnitude. Et j'ai les éphémérides qui sont ici. La date, l'heure en UT, c'est qu'on se marqué UT ici. L'ascension droite, déclinaison. Et la magnitude. Puis il y a d'autres paramètres comme delta, delta. Toutes les informations sur ça ici, on les retrouve à la fin de chacun des textes. Ici, si on regarde les significations des colonnes, qui expliquent tout le temps. C'est en UT, puis tous les petits codes qu'on peut voir ici, comme le M qu'on voit là, ici. Ça veut dire que c'est la présence de la Lune à ce moment-là. En tout cas, vous pouvez lire l'information, aller faire des recherches à ce niveau-là. Toute l'information se retrouve à la fin complètement des éphémérides. Mais nous autres, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sélectionner seulement les éphémérides à partir de la date ici, où on va voir l'astéroïde au plus proche. Donc, à 6h44 UT, le 1er avril, jusqu'à temps qu'on le voit ici, à midi et 2, jusqu'à 7h22. Donc, de 6h44 à 7h22, le 1er avril, c'est à ce moment-là que l'astéroïde va passer au plus proche de la Terre. Si on regarde ici l'information concernant cette donnée-là, on la retrouve ici à delta. Delta, c'est justement la distance Terre, de l'astéroïde à la Terre en unité astronomique. Ici, vous allez voir en bas, delta. On va vous expliquer exactement c'est quoi. On le dit, c'est le centre de la cible par rapport à l'observateur. Ça indique exactement la distance de l'astéroïde à l'observateur. Bon, là, ce qu'on va faire, on va revenir ici à la recherche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder une copie intégrale de ce fichier-là. Puis je vais le renommer ici au nom de l'astéroïde. Ici, je vais marquer éphéméride. AST. Je vais marquer JPL pour juste identifier que ça vient de là. 2012 EG5.txt. Bon, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir à nouveau le fichier texte. Fait que je double-clique dessus. Puis moi, ce que j'ai besoin finalement, c'est les données ici. La date, même la date, on sait que c'est le 1er avril. Je
pourrais l'enlever si je voulais, mais je vais quand même la garder. Ça peut donner l'information. J'ai besoin de l'heure ici. J'ai besoin de la coordonnée ascension droite, déclinaison et de la magnitude. Puis toutes les autres informations, dans le fond, j'en ai pas besoin. Puis je vais enlever l'information ici pour m'éviter, parce qu'à chaque coordonnée qu'il y a ici, lui, le Skype va mettre un point dans la carte du ciel pour montrer l'endroit que ça donne. Fait que l'objectif, c'est d'éliminer tout ce qui n'est pas pertinent. Fait que c'est simplement une sélection. C'est pour ça qu'il fallait sauver le fichier en format texte, ici, et non pas en format HTML. Fait que j'enlève tout ça, je sélectionne ça, puis je clique Delete. Là, je m'assure qu'il n'y a pas de ligne en haut. C'est important qu'il n'y ait absolument rien, à part des données qu'on a ici. Fait que ici, je vais enlever aussi les données jusqu'à temps qu'on, comme ça ici, jusqu'à magnitude de 12.2. Je sélectionne ça, je délite ça. Encore là, ici, au début, en haut. Oups, juste m'assurer. Fait que là, à partir d'ici, puis à partir du bas, bon, à partir d'ici, et en descendant, tout ça, là, j'ai pas besoin de ça. Fait que je sélectionne ça, je délite ça, et là, maintenant, je sauve le fichier. Fait que une fois que j'ai tout enlevé ce qui n'est pas nécessaire, je garde seulement les informations de la position, magnitude et les heures, et je clique ici, enregistrer. Fait que ce fichier-là, ici, c'est mon fichier que je vais me servir pour monter ma base de données avec de Skype. Normalement, ce fichier-là, vous pouvez le mettre dans n'importe quel répertoire, mais par défaut, de Skype le met, lui, si je fais une copie, copier, il le met normalement dans son répertoire ici, My Documents, Software BIS, de SkyX professionnel, toujours la même place, mais il met lui dans ces fichiers-là à la fin. Fait que vous pourriez vous faire simplement un dossier, un sous-dossier, en indiquant my Database ou My Database. De toute façon, lui, Sky, c'est dans ça qu'il va le mettre. Fait que là, présentement, j'ai copié le fichier. Fait que je vais simplement le coller ici. Puis, c'est ce fichier-là ici, éphéméride astéroïde JPL 2012 EG5.txt que je vais aller chercher pour monter ma base de données. Là, maintenant, pour monter ma base de données, ce que je fais, je vais ici dans Input, Create Sky Database ici. C'est dans ça que je vais créer ma base de données de mes positions d'astéroïdes. Et toute la gestion des bases de données se fait ici dans Database Manager. Fait que si on regarde ici cette fenêtre-là, partout ici, il y a des bases de données qui apparaissent dans ça. Il faut qu'elles soient cochées pour qu'elles apparaissent ici dans le Chart Elements. Ça ici, il faut le cocher aussi pour qu'il apparaisse là. Mais lui, fait référence aux bases de données qu'on retrouve ici dans les répertoires de la Sky. Ici, j'ai les GASA catalogues, j'ai les USNO, les bases de données d'étoiles. J'ai également ici d'autres bases de données comme Core Database, les Common Star Name, les constellations, Macy Label, tout ça. C'est tout là qui va chercher ces informations, les locations, où il va chercher les positions, latitude, longitude dans la base de données. Mais nous autres, ce qui est intéressant ici, c'est My Sky Database. C'est dans ça qu'il va mettre les fichiers qu'on va créer à partir de l'outil qu'on a vu tantôt. Fait que là, à chaque fois qu'on va dans cette base de données-là, ici, si on en sélectionne une, mettons un catalogue, mettons des étoiles variables ici, quand on clique ici Général, on voit ici l'information, c'est la database des General Catalog de Variable Star. Il y a 40 214 objets dans ça. Puis le fichier est situé dans le chemin qui est ici, dans Common Core Database. Si on clique Item, mais normalement, on a les items. Là ici, on n'a pas parce que c'est un fichier qui est compressé. Mais si on va voir les autres ici, mettons un exemple, bon, j'en prends un ici, le catalogue ARP, le Abel, le catalogue de la nébuleuse Abel, ici, nébuleuse planétaire Abel. Si je clique ici, puis je sélectionne Item en haut, ben, je vois toute l'information ici du catalogue Abel. Si je regarde en général, ici, il donne l'information sur ce que contient la base de données. Ça, en principe, vous n'avez pas touché à ça. Sauf que dans notre cas, vu qu'on va en créer une base de données, c'est dans ça qu'on va aller la chercher tantôt, on va aller voir l'information.
Bon, maintenant, on va aller créer notre base de données. Fait qu'on clique le bouton Input. On sélectionne Create Sky Database ici. Et on va cliquer sur le champ Define Fields ici. Fait que là, ben, ici, j'en avais déjà créé une tantôt à partir de mes données d'éphémérides. Ce que je vais faire ici, c'est juste pour vous montrer un peu avant de quoi ça a l'air. Fait qu'on va voir nos dates ici, nos heures ici, les coordonnées ascension droite, déclinaison, magnitude, c'est les données qu'on va se servir. Il faut simplement définir ici, il y a tous les champs qui sont déjà définis, mais c'est nous autres qui va les définir. On va sélectionner la partie des bases de données et on va aller sélectionner les champs. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne, on va cliquer sur la clé All ici. Fait que là, il n'y a aucun champ qui est défini présentement. Fait qu'ici, j'ai ma colonne des champs. Fait que la première chose, là, on va commencer comme on faisait au début. Il faut aller sélectionner notre source, notre fichier source qu'on va utiliser. Dans notre cas, c'est les éphémérides de l'astéroïde qu'on est allé chercher sur le GPL pour l'astéroïde 2012 EG5. Fait qu'on clique sur Chose ici. Et là, ici, il faut aller faire le chemin où est le fichier. Fait que moi, je vais aller dans Document. Ici, Software BISC, le Sky professionnel. Et moi, mon fichier il est ici. C'est mon fichier texte original que j'ai enlevé les parties que je ne voulais pas avoir. Simplement, je sélectionne et je clique Ouvrir. Ici. Fait que là, tes données de mon fichier texte apparaissent ici. Là, il n'y a aucun champ de défini en haut. C'est seulement que les données qui sont dans mon texte ici. On va aller prendre ici les champs prédéfinis. On va les sélectionner. Fait qu'au départ, moi ici, la date, j'ai pas besoin de la date parce que je sais que c'est le 1er avril. Par contre, j'ai besoin des données ici de l'heure. Fait qu'on voit les données 6h44, 45, 47, ils vont toutes être affichées dans The Sky vis-à-vis chacun des points qu'il va mettre aux positions correspondantes ici. Fait qu'au départ, moi, je peux simplement ici mettre une petite sélection de mes données qui vont servir pour mes heures. Et ça peut être, vu que ça va être affiché vis-à-vis chacun des points, dans mes données ici qui apparaissent là, je vais sélectionner ici Label Search. Fait qu'une fois que j'ai sélectionné ma colonne, j'ai sélectionné mon champ, j'ai le choix à cliquer sur cette colonne ici. Fait que lui, il a défini au départ la colonne 14 à 18 comme étant les données qu'il va prendre ici. Puis on va les identifier au champ Label Search. Donc on va pouvoir faire des recherches pour trouver chacun des données qu'on a ici tantôt avec l'outil de recherche Find qu'on trouve ici. Bon, maintenant, on va aller définir nos coordonnées ascension droite. Les heures des coordonnées ascension droite ici, c'est RA Hours. Fait que je peux double-cliquer aussi sur la colonne ici. Ça revient à la même chose que si j'allais cliquer ici. Ensuite, c'est les minutes. Ça, c'est les minutes de l'ascension droite. C'est le champ ici. Les secondes ici. Je double-clique ici. Ici, c'est le signe de déclinaison. Ça peut être positif ou négatif. J'ai les degrés de déclinaison ici, avec dec degrees ici. Les minutes ici. Les minutes ici. Et les secondes ici. Et finalement, la magnitude, qui est cette information-là dans mes données, sont ici. Bon, ici, on voit qu'on a sélectionné maintenant les champs avec les données correspondantes. Puis, on dit ici dans le SDB status, le statut de la database, que ici, on a la base de données n'existe pas. Après avoir défini les champs en dessous, il faut créer la base de données en allant cliquer Create SDB from TextFile dans l'onglet Compile. Fait que l'onglet Compile est ici. Fait qu'on va y aller tantôt. Mais juste avant, on va aller cliquer sur Behavior ici. Fait que comme identification ici, on va y donner comme identification notre base de données AST 2012 EG5. Ici, dans le Search Prefix, si je veux faire des recherches dans la base de données, je vais marquer la même chose. Je vais simplement sélectionner CTRL-C, CTRL-V ici. Lui, ici, le type d'objet, il va mettre un point de référence. On n'a rien changé ici, on n'a rien changé dans les données équatoriales. On peut y ajouter une description ici. Je vais y ajouter comme description données provenant du GPL AST astéroïde 2012 EG5. Je vais marquer la date 1er avril 2012 entre
entre 06h44 Universal Time à 07h22 UT. C'est important de marquer UT parce que si on veut l'obtenir en normal de l'Est, heure avancée de l'Est, parce qu'on est en heure avancée de l'Est ces temps-ci, il va falloir y enlever 4 heures ici, si on veut changer ça dans nos dates et heures ici, pour comparer avec les données du Minor Planet Center, si on va chercher l'astéroïde sur leur site. Fait qu'ici, il y a une autre chose à faire avant de quitter cette fenêtre-là, c'est Plot Labels on each coordinates. Fait que si je veux qu'il affiche les données de l'heure vis-à-vis chacun des points, il faut que je mette un crochet dans cette case-là. Là, maintenant, je peux aller compiler ma base de données simplement en cliquant le bouton Compile. Puis ici, je vais cliquer sur Create SDB, the Sky Database from Text File. Fait qu'on voit ici que le fichier original, c'est le chemin où il l'a mis. Fait que c'est dans le répertoire de SkyX Professional Edition. Ça, c'est le fichier texte. Et lui, il a créé une base de données à partir des champs définis dans ce fichier texte-là, avec l'extension SDBX. Puis ça, c'est les informations dans le ciel où apparaissent mes données. Fait que ça, ma base de données, elle est faite. Je vais juste aller voir ici. On voit dans le répertoire SurfaceBits de SkyX Professionnel, j'avais mon fichier texte original que je me suis servi et maintenant, je vois immédiatement au-dessus la base de données Sky Database que lui a créée pour être exploitable dans le logiciel. Là, maintenant, pour aller voir les données, je reviens ici dans The Sky, dans Input, puis là, je vais aller dans Database Manager. Et vu que c'est une base de données que moi-même j'ai fait, alors si je vais voir ici dans ma Sky Database, j'ai un petit triangle qui apparaît là, j'ouvre ça, je vois ici ma base de données que j'avais identifiée tantôt, AST 2012 EG5, qui est cochée. Si je sélectionne, si je clique dans l'onglet Général en haut à droite, ben, j'ai l'information ici que j'ai rentrée tantôt, éphéméride d'astéroïde JPL 2012. Là. Ça, c'est le fichier texte que je me suis servi pour faire ma base de données. L'identification, c'est AST 2012 EG5. Lui, il y a 55 informations dedans qui sont des points de référence. Puis ma base de données, lui, il l'a mis exactement ici, dans le chemin qu'on voit là. Il a identifié éphéméride AST, la même chose que le nom, sauf qu'il a ajouté SDBX, l'extension, pour indiquer que c'est la database. Si je clique le item ici, j'ai toutes les heures qui apparaissent ici dans l'identificateur, ainsi que les coordonnées à son droit de déclinaison qui vont apparaître dans le ciel. Et là, si je veux le faire apparaître, tout ce que j'ai à faire, c'est que je sélectionne la première colonne, ou n'importe quelle, mais mettons que c'est le premier identification. Je clique ici, Center Item. Donc, ici, je viens de le cliquer dessus. C'est important qu'il soit coché. Sinon, on voit qu'il est affiché ici dans The Sky. S'il n'est pas coché, mais il n'apparaît pas. Donc, ça, c'est important de le cocher si on veut qu'il apparaisse. Et lui, maintenant, c'est dans The Sky, My Sky Database qui a mis ça. Fait que ça, mais c'est là qu'on voit apparaître ici les données de l'astéroïde tirées à partir des éléments orbitaux. Fait que si on prend un exemple ici, je viens simplement cliquer ici, 6h44, je vois ici la coordonnée Light Ascension 2000, 12h1402, moins 490202. Je vais juste aller voir dans ma database si ça correspond à ça. Fait que je vais aller dans le fichier texte. Fait que 6h44, on a dit 12h1402, moins 490202. Fait que c'est exactement les mêmes informations qu'on a dans le fichier texte, qui sont les données du JPL, qui tient compte des éléments orbitaux. On pourrait également rechercher les étiquettes ici. Il faut les rentrer exactement comme on les voit là. Par exemple, si je voudrais avoir l'étiquette, mettons que je suis ici, puis je grossis, je sais que j'ai commencé à 6h44. Fait qu'ici, dans Find, je mettrais 062.44. Je clique le bouton Find. Il vient de me le trouver avec le point de référence vert. Je clique Center. Et là, lui, il vient de me centrer mon étiquette que je recherche. Là, ce qu'on va faire, on va aller chercher les données du Minor Planet Center. Mais le logiciel de Sky ne gère pas les perturbations. On va les voir, lui, à la même heure, ici à 6h44.
En fait, je vais tout bouger ici, d'aller cliquer le 1er avril, parce qu'il faut les mettre à même heure. Et comme je suis, moi, le 1er avril, je travaille en temps avancé de l'Est, bien 6h44, j'enlève 4 heures. Ça va être donc 2h44. Fait qu'ici, je vais mettre 2h44 ici. On va cliquer ici sur le bouton arrêter parce qu'il va trop changer. Ici, les 0. Je vais mettre ça 0 ou simplement je vais l'écrire. Fait qu'on est le 1er avril à 2h44 qui devrait correspondre à ce point-là ici, selon les données du Mana Planet Center. Fait que maintenant que j'ai ajusté mon heure, je vais aller chercher les éléments, je vais aller chercher les éphémérides de l'astéroïde directement sur le site du Mana Planet Center. Mais là, on va voir, parce que lui, il va nous pointer, parce que le logiciel ne gère pas les perturbations. On va voir la différence entre les données du GPL versus les données que va nous fournir Daskai. Je vais dans Small Solar System Bodies comme d'habitude. Je vais dans Smart Database. Dans Binary, je rentre l'information 2012 EG5. Ici. Il va me chercher sur Internet. Fait qu'on voit qu'il m'a pointé ici l'astéroïde directement à côté. Si je regarde la date et l'heure que ça correspond, je vais le mettre à 44 ici. Fait qu'à 2h44, là c'est l'heure avancée, ou 0h, ou 6h44, heure TU, le 1er avril, l'astéroïde, selon les données du Mana Planet Center, que j'ai affiché dans il l'a pointé ici. Alors que moi, les données du Jet Propulsion Laboratory, qui tient compte des perturbations, il me l'a pointé ici. Fait que si on mesure la différence de distance avec l'outil ici, Angular Separation, ben, je vais aller pointer où il devrait pointer, lui, où il me dit qu'il devrait être versus ce que le GPL dit. Et j'arrive quand même à une distance de 16 minutes d'arc de différence. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une différence entre les positions qui tiennent compte des perturbations versus les positions affichées par le logiciel qui, lui, ne tient pas des perturbations. C'est pour ça que dans le cas d'un géocroiseur, vous avez intérêt d'aller chercher les bases de données sur le site du GPL, puis de faire ce que je viens de faire, c'est d'enlever ce qui n'est pas nécessaire, de vous faire une base de données avec les positions, des heures où va être l'astéroïde et des effets affichés dans The Sky. À ce moment-là, on est sûr d'avoir une meilleure précision. Et si maintenant, je voudrais savoir, j'affiche ici mon Field of View Indicator de ma caméra CCD, mettons. Bon, si je regarde le petit point rouge ici, bon, et à 6h44, il est ici. Fait que si je mets mon pointeur, ma cible comme ça, ben, je devrais quand même les avoir dans le champ. Je devrais le voir quelque part dans le champ. Soit à 6h44, selon le GPL, devrait être ici. Puis selon les données du Mana Planet Center, mais sans tenir compte des perturbations, il est ici. Hein, on a 16 minutes d'arc de différence. Ben, si je prends une photo, puis j'en prends une autre quelques secondes après, puis j'utilise le comparateur du logiciel comme celui de Maxime DL, ben, je devrais voir la position de l'astéroïde dans mon champ. À ce moment-là, je vais pouvoir le suivre, je vais pouvoir voir exactement où il pointe dans le ciel. Fait que c'est ça qui est intéressant. Maintenant, si vous voulez enlever on va enlever ici, on simplement décochant le Field of View Indicator. Si vous voulez enlever la base de données ici, ben, n'oubliez pas d'aller dans Input, de Database Manager, allez cliquer sur My Sky Database ici, vous décochez ici simplement votre base de données. Et si vous voulez enlever complètement votre base de données, l'effacer, ce que vous devez faire en premier, c'est d'aller l'effacer. On la sélectionne, on la delete, donc elle n'est plus là. Et si je reviens de Sky, dans Database Manager, je sélectionne ma base de données que j'avais originalement. Je vais cliquer le bouton Advance ici. Puis ici, on a le bouton Reload SDB, Remove and Reload Sky Database. Fait, comme elle n'est plus là, je la reload. Et là, vu qu'elle n'est plus là, lui, il l'a enlevé complètement. Fait que là, la base de données n'existe plus. Fait que vous pouvez la mettre ailleurs.
Vous pouvez faire une banque de base de données, ça peut toujours vous être utile. Puis quand il apparaît ici dans Mascade Database, tout ce que vous avez à faire, c'est d'accocher ou le décocher si vous voulez la faire apparaître. Toute l'information sur la gestion des bases de données se trouve à la page 178 du manuel d'instruction de SkyX Pro. Et on indique aussi comment l'utiliser. Également, on mentionne aussi comment créer vos propres databases ici à la page 181. Je vous conseille d'aller lire cette section-là puis de pratiquer par vous autres-mêmes parce que ce genre de database-là peut être utilisé pour d'autres choses. Ça peut être pour des comètes, ça peut être pour des quasars, ça pourrait être des supernovas dans les galaxies, ça pourrait être dans plein de choses. C'est intéressant à suivre ou à essayer. Maintenant, n'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez utiliser le télescope pour pointer votre cible. Si j'utilise le télescope virtuel ici, je le connecte. Ça, c'est le télescope virtuel, mais ça fait la même chose. Fait que vous cherchez votre objet simplement en mettant l'étiquette comme 06 2.44. Je clique Find. Je pointe dessus. Et là, tout ce que j'ai à faire ici, je pointe le petit point qui est ici. Et le bouton droit de la souris, je clique sur Slow ou je peux aller cliquer ici sur le bouton Slow qui est la même chose dans la fenêtre de Find. Si je clique dessus, bon, je vais enlever la coche ici, le télescope va se pointer exactement sur votre cible qui est ici. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre vos images ou l'observer dans le champ. Si vous voulez faire de l'observation, il s'agit de noter, de faire un petit dessin, de voir les étoiles environnantes les plus brillantes, puis voir celui qui va se déplacer le plus rapidement possible. Et si vous faites de la photo, il s'agit de prendre des photos, peut-être une ou deux ou trois photos dans les 10 ou 15 secondes et les comparer. Puis là, vous allez voir le petit point qui se déplace. C'est votre astéroïde. Il s'agit après ça de le suivre. La fenêtre My Chart Element, elle permet de créer vos propres éléments à vous. Comme par exemple, si on veut ajouter un point. Fait qu'on sélectionne ici dans la série de possibilités une des cases. Il s'agit de l'essayer. Et pour être capable de mettre l'information sur la carte du ciel, il faut presser le bouton contrôle. C'est marqué ici. Contrôle plus clic Behavior. Le Behavior, c'est ça ici. C'est ce qu'on a ici dans ça. Fait l'idéal, c'est d'essayer de chacun des éléments. Fait que je vais prendre celui-là ici. Je vais pointer juste dans le noir ici, montrer ici que ça fait. Ça, je mets des petits points. Fait qu'à chaque fois que je mets un petit point ici, il y a une référence, il y a une information qui apparaît ici. Et si on veut déplacer l'information, on le voit qu'il devient surbrillant. À ce moment-là, on sélectionne notre point qu'on veut modifier, puis on peut le déplacer à volonté. Si on veut déplacer le deuxième, on sélectionne le deuxième, c'est lui qui devient surbrillance, on peut le faire ici. Le troisième, c'est la même chose. Et ça pourrait indiquer, exemple, une galaxie quelconque, ou un astéroïde, ou une comète quelconque, ou une position, exemple, d'un astéroïde où il devrait être versus ce que vous l'avez observé, permettre de faire des mesures, des comparaisons, ces choses-là. Si vous voulez les effacer, vous les sélectionnez, vous cliquez le bouton Remove ici. Et si vous voulez toutes les enlever d'un coup, c'est vous faites Remove All. Là, il pose la question et vous les enlevez. Vous avez également ici Add Area of Interest. Donc, encore là, bouton, ça ici, ça fait comme un point d'intérêt. Comme ici, je pourrais marquer mon astéroïde qui est ici versus par rapport à la position de GPL ici. Ça, c'est éditable. Fait qu'une fois que vous l'avez sélectionné, vous cliquez le bouton Edit ici et vous pouvez changer les paramètres. Comme ici, la dimension de mon région d'intérêt, je pourrais simplement sélectionner la baisser ici. Et si je le mets un petit peu plus petit, mettons, je le mets autour de 10. Puis ici, pareil, autour de 10. Mais là, notre région va être beaucoup plus petite. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait mieux placer notre objet dans le ciel. Tout ça, là, ça demeure dans la fenêtre qui est ici, tant et aussi longtemps que vous ne les enlevez pas. On peut également ajouter un label. Un label. Exemple, je sélectionne Add Label, le bouton contrôle, je clique à côté, puis là, je peux marquer ici position AST, mettons MVC.
Et là, je clique dessus. Et ça, encore là, je peux l'amener ce que je veux. Fait que si je veux l'amener ici, je clique à côté. Je clique extrait quand j'ai ma petite mire qui est là. Et en tout temps, ça, je peux le déplacer où ce que je veux. Fait que ça ici, mettons, je voudrais le mettre ici. Ben, la région ici, je le prends et je le déplace sur ma cible. Et là, si je trouve qu'il est trop gros, je fais simplement le mettre édition ici. On va le baisser encore. On va le baisser à mettons, 4 ici. On va le baisser à autour de 4 ici. On clique OK. Fait que là, voyez-vous, notre cible, si je veux la déplacer, elle est ici. Fait que là, je le mets, exemple, sur ma cible ici. Et là, je clique ici, le label pour l'amener à côté. Je peux l'amener ici. Bon, ça donne l'information. Puis en tout temps, je peux peser également le bouton Center ici. Ça le ramène au centre. Je peux également ajouter une mire Telrad. Fait que je clique ici Add Telrad. Je mets mon curseur dessus mon point d'intérêt et je clique le bouton contrôle. Et là, j'ai une mire Telrad. Je peux en mettre comme je veux. Puis encore là, chacun des Telrad, je peux le déplacer où je veux en le sélectionnant. Si je veux sélectionner celui-là, c'est lui qui devient surbrillance. Je le mets ce que je veux. Fait que ça peut se déplacer partout, là, mettre ça sur un objet particulier. Vous pouvez en mettre en masse où vous voulez. Et encore là, si vous voulez les effacer, vous les sélectionnez, Remove, ou simplement ici en cliquant, on enlève les Telrad. C'est intéressant ce petit outil-là, parce que ça me permet plein de choses. Il y a également la possibilité de mettre des flèches. Je clique Add Arrow, bouton contrôle, et encore là, la flèche devient déplaçable. Je peux rajouter des lignes aussi. Mettre un genre de polygone ajustable avec les zooms. Ici, mettons, je vais tout enlever, le Remove All. En fait, c'est ça. S'il s'agit de jouer avec, on peut ajouter des graphiques. Sélectionne graphique ici. Comme exemple, je voudrais ajouter un crosshair. Bon, là, il est un petit peu trop gros, je l'édite. Puis ça ici, au lieu de l'avoir 5 pouces, je vais marquer, mettons, 1 pouce ici, 1 pouce là. Ça va être un petit peu plus petit. Fait que là, ça pourrait indiquer quelque chose d'intérêt dans le ciel. Et ça peut être aussi, comme là, on a fermé la fenêtre. Si je veux revoir c'est où mes Chart Elements, je vais simplement cliquer ici dans le menu Input, Chart Elements. Je vais simplement sélectionner mon Chart Element que je veux chercher, puis je dis Center. Et là, je vais me le retrouver encore. Toute cette information-là, je vais l'enlever maintenant. Toute l'information sur ce qu'on vient de voir, le Chart Elements, vous la retrouvez dans le manuel d'instruction de Daskai à la page 189. Fait qu'on explique exactement comment procéder. C'est ce que je viens de vous montrer. C'est d'y aller faire vos propres essais. Puis vous allez pouvoir vous amuser avec Daskai en essayant toutes sortes de choses intéressantes. Fait que c'est ainsi que se termine le présent didacticiel. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes puis que vous allez pouvoir l'appliquer. Comme je vous dis, ici, c'est vraiment fascinant de suivre des astéroïdes géo 3 heures. Fait que suivez l'information sur le spaceweather.com. Et si on annonce le passage d'une comète, d'un astéroïde intéressant, vous pouvez rentrer les données en allant les chercher sur Internet et les appliquer dans un fichier texte, enlever les parties non essentielles. Et il faut faire une base de données. Vous pouvez faire ça avec d'autres sites d'objets. Et vous pouvez utiliser la fenêtre Input ici, Charts Elements, pour ajouter plein d'informations sur vos objets célestes en cliquant le bouton Contrôle et en les enlevant ici si vous les sélectionnez. Ceci met fin au présent logiciel sur comment utiliser Daskai pour observer les astéroïdes géo-croiseurs.